On l'expliquait hier, il y a à peu près 500 000 Haïtiens qui vont perdre leur statut de protection temporaire qu'ils avaient reçu aux États-Unis au mois d'août, avril et au mois d'août. Il y a 2 étapes, ce qui fait que, oui, il y en aura de plus en plus. On vous a montré les chiffres depuis quelques jours. C'est presque 600, c'est 3 000 depuis le mois de janvier. Avec nous pour comprendre ce qui est en train de se passer, Maxime Lapointe, avocat en droit de l'immigration. Maître Lapointe, bonsoir. Bonjour, M. Roy. Alors, depuis la renégociation de l'accord du tiers pays sûr, le Canada peut, quand un demandeur de réfugié arrive à un poste frontalier régulier, peut refouler ces gens-là aux États-Unis en disant « Faites votre demande aux États-Unis ». Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent quand même à la colle? Quelle est la décision que doit prendre le Canada? Bien, en fait, on voyait justement sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur le compte X de l'Agence des services frontaliers du Canada qui disait aux sortissants étrangers qui pensent faire une demande d'asile à l'arrivée au Canada au point d'entrée, ils disaient assurez-vous de vous assurer que vous remplissez les conditions et que vous avez la documentation nécessaire. Il y a plus de 4000 personnes depuis janvier qui ont été refoulées. Donc ça, c'est le principe de base. Mais là, depuis la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, on ne peut pas faire une demande d'asile en arrivant au Canada, exemple, à la colle, mais il y a des exceptions, exemple, si on a de la famille au Canada. Okay. Et là, ce qu'on voit actuellement, famille au Canada, il y a aussi des mineurs non accompagnés, mais j'épargne les détails. On est beaucoup sur la famille au Canada. On sait, communauté haïtienne très forte au Québec. Et il y a des gens qui se présentent en disant, mais je peux entrer au Canada pour faire éventuellement une demande d'asile qui va être recevable parce que j'entre dans l'exception. OK. Donc, c'est vraiment la seule exception pour, parlons des Haïtiens, parce qu'il y a d'autres nationalités également qui se présentent, mais essentiellement, depuis quelques jours, ce sont des Haïtiens. La seule exception possible pour que le Canada dise « OK, venez », c'est que s'ils ont de la famille déjà ici. Bien, il y en a 4 exceptions, mais la plus grande, disons, c'est celle-là. Mineurs non accompagnés, c'est la deuxième. Des gens qui auraient un document d'immigration du Canada, exemple, une personne qui aurait un permis de travail du Canada, mais qui est aux États-Unis, exemple. Puis la quatrième, c'est des motifs d'intérêt public, exemple, à la discrétion du ministre. Mais disons, le portrait global, c'est des gens, disons, qui auraient de la famille. Et on a vu dans les derniers jours des gens qui n'ont pas réussi à documenter de manière adéquate, qui avaient effectivement de la famille au Canada et les agents des services frontaliers les ont retournés directement aux États-Unis. Donc, ce que les services frontaliers disent actuellement sur leurs réseaux sociaux, c'est pas garanti que vous allez rentrer. Et il faut faire la différence entre le droit de déposer une demande d'asile ou est-ce que la demande va être approuvée quand la Commission d'immigration du statut de réfugié va se pencher sur le dossier dans plusieurs années. Donc, c'est 2 concepts différents. Donc, il y en a à peu près 6 000 depuis janvier qui sont arrivés à la colle, des demandeurs d'asile. Combien de ce nombre-là, est-ce qu'on a une idée, qui ont été refoulés aux États-Unis et combien ont pu entrer au Canada? Bon. 2 choses. Là, vous avez les statistiques pour le poste frontalier de la colle. Ce serait intéressant d'avoir les statistiques pour le pays au complet parce qu'on pense qu'il y a potentiellement d'autres postes frontaliers qui sont utilisés pour faire une demande auprès d'un agent des services frontaliers. Donc, ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, au niveau du nombre de personnes refoulées, aujourd'hui, les statistiques que le Canada annonçait, c'était environ 4000 depuis janvier. Donc, le 2 tiers à peu près de ceux qui se sont présentés, prenons la colle, ont été refoulés. Si on vous dit qu'il y a environ 6 000 personnes à la colle de mi-janvier, puis on est à 4 000 au Canada. Donc, on dit, histoire courte, on aimerait, je pense, avoir les statistiques à jour récentes par poste frontalier, voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'on peut se dire, M. Roy, il n'y a pas de surprise. On voit, il y a un effet d'entraînement. La communauté haïtienne aux États-Unis est extrêmement sous pression et il y a des groupes qui essaient d'aider leurs prochains, leurs pairs à documenter un dossier pour la douane. Et on est dans une exception de la renégociation de l'entente sur les pays sûrs qui date depuis le 25 mars 2023. On n'avait pas vu venir celle-là, disons. Oui. Là, les 500 000 Haïtiens à peu près qui ont perdu, qui vont perdre leur statut et qui peuvent être déportés, ça fait beaucoup de monde, mais c'est des gens, pour la plupart, on a dit aux États-Unis, qui travaillent et tout ça. Est-ce que l'administration Trump, d'après vous, pourrait ramollir un peu et ne pas tenter de les expulser à tout prix? Oui. C'est un peu comme les tarifs. Là, ce qu'on a vu dans les annonces du gouvernement des États-Unis des derniers mois, des dernières semaines, c'était que ça finissait au mois d'août, mais ça pouvait être extensionné encore. On sait que c'est devant les tribunaux. Il y a un regroupement de familles
haïtienne qui poursuit l'administration des États-Unis. Est-ce que ça va faire pencher la balance ou pas? On verra. Mais oui, c'est un peu comme les tarifs, c'est du avance-recul, mais la pression, la peur que ça crée, ça nous rappelle beaucoup le chemin Roxham en 2017, où le même président, Donald Trump, dans son premier mandat, a commencé à menacer divers ressortissants étrangers de les déporter, de couper des visas, et ça a créé l'effet d'entraînement qu'on a connu jusqu'en 2023. Très bien. Maître Lapointe, très clair. Merci beaucoup. On va aller en Floride parler à Paul-Christian Nanfi. Vous êtes à Miami, directeur de Family Action Network Movement. Bonsoir, M. Nanfi. Bonsoir, content d'être ici parmi vous et parmi les auditeurs, auditrices et internautes du Canada. Très content de vous parler. Alors, donnez-moi le portrait. Comment vous sentez la pression qui va aller en s'accentuant chez plusieurs de vos compatriotes d'Haïtiens qui voudront venir au Nord au Canada? Le premier sentiment partout ici, c'est la peur. C'est la peur de l'incertitude, c'est la peur vraiment de notre situation où cette administration qui vient de monter a rendu illégaux des centaines de milliers d'immigrants qui sont venus légalement, qui travaillent légalement, qui contribuent à l'économie des États-Unis, surtout l'économie de la Floride. Et on a l'impression que cette décision de l'administration fait autant moins de sens que leur administration de mettre les tarifs contre le Canada et tant d'autres pays. C'est économiquement un désastre pour le pays, en plus d'être un acte cruel contre nos communautés. Bon, et réexpliquer pour nos téléspectateurs, M. Nanfi, à quel point les Haïtiens dont on parle, ils travaillent en Floride. Là. Ils ne vivent pas au crochet de l'État. Ils font partie de la roue économique floridienne. Ils payent des impôts. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas entrés comme des voleurs. Là. Voilà. Et la plupart parmi eux sont venus vraiment sous l'égide des programmes légaux tels que le programme de parole humanitaire CHNV de l'administration Biden, tel que le programme de CBP1 de la frontière. C'était des programmes créés pour régulariser l'immigration. Et c'est absolument vrai que c'est un crime vraiment de punir les gens qui ont changé leur vie, qui ont fui un pays en terrible péril, qui sont venus légalement dans les programmes. Ils ont des sponsors ici qui ont été ventilés, qui ont été... Tout ça, c'était vraiment vérifié et noir sur blanc. Ils travaillent et ils ont été acceptés et voilà qu'ils viennent en travaillant, en contribuant à l'économie, en payant les impôts. Et puis on voit que maintenant, c'est un effort vraiment pour criminaliser nos populations qui sont venus ici régulièrement et selon la loi. Quel est le pire scénario? Parce que M. Trump et l'administration parlent de déportation. Ils seraient déportés où? D'abord, on organiserait des avions vers Port-au-Prince, quoi? Bon, et nous savons que le pire des scénarios, c'est que des centaines de milliers de nos compatriotes ainsi que des ressortissants d'autres pays d'Amérique latine et au-delà, sont contraints de retourner chez eux de force contre leur gré et dans des situations sociopolitiques extrêmement graves, souvent et dans des contextes de violence, dans des contextes d'assassinat, de braquage armé, de viol contre les femmes, d'enlèvement. Et c'est vraiment le pire des scénarios. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, beaucoup de ces décisions sont en litige, heureusement, parce qu'on a un système judiciaire ici qui a encore une certaine autonomie. Et donc, beaucoup de ces cas, que ce soit le statut de protection temporaire TPS des Haïtiens, des Vénézuéliens, de 15 autres nationalités, que ce soit le cas des 530 000 ressortissants de 4 pays qui sont venus dans le programme Parole humanitaire, c'est incertain. On ne sait pas comment la justice va effectivement trancher, ou si la justice tranche en faveur de nous, si l'administration va respecter les décisions, parce qu'on a vu beaucoup de ça également. Donc, face à cette incertitude, probablement certaines personnes vont opter pour essayer d'aller à un tiers pays tel que le Canada. C'est inévitable.
évidemment, je ne vous demande pas un nombre précis, mais vous estimez à combien de vos compatriotes en Floride, parlons que de la Floride, qui voudraient aller vers le nord au Canada, vers le Québec? Bon, bien sûr, on ne peut pas avoir ces chiffres. Mais ce qu'on sait vraiment noir sur blanc, c'est que chacun est en train d'étudier ses options. Et les gens vont faire, s'ils reçoivent les bonnes informations, l'option qui convient le mieux. Donc, et face à une situation de cruauté extrême, et les gens vont chercher d'abord d'aller à d'autres États, les États-Unis, où les persécutions sont moins draconiennes. Et même là, il y a des risques que ICE aille aussi dans les pays du Nord-Est. Mais l'autre option pourrait être éventuellement le Canada, surtout s'ils ont une structure familiale ou quelques proches qui sont déjà au Canada. Et j'ai déjà reçu des demandes des proches, des membres qui viennent chercher nos services, ils ont des proches au Canada qui aimeraient qu'ils les rencontrent et qu'ils viennent chez leur famille au Canada. Ben voilà, merci beaucoup de nous avoir fait le point comme ça. Paul-Christian Nanfi, vous êtes à Miami, directeur de Family Action Network Mouvement. Merci beaucoup. À très bientôt. On va suivre ça. Merci. Patrice. Au revoir.